bonsoir. Alors, je m'appelle David Melmans, je suis éditeur et donc je vais vous parler d'héritage immatériel. Alors, il y a quelques années, avec des amis, j'ai créé une maison d'édition et comme je venais pas du tout de l'édition, j'ai fait ce qu'il faut toujours faire quand on arrive dans une maison où on est un invité, je suis allé voir des libraires et des éditeurs et des éditrices pour leur demander ce que c'était que l'édition et le livre. Et le mot qui revenait le plus souvent quand on me présentait le métier d'éditeur, on me disait « Vous voyez, fondamentalement, en fait, moi, je ne suis rien d'autre qu'un passeur. » Et j'ai entendu, en fait, je pense 80 fois, ce terme de passeur. Alors, petite anecdote personnelle, moi, le terme de passeur, quand je l'entends, il me fait toujours frémir, parce que j'imagine un marais au XIIe siècle, une barque qui traverse le marais, quelqu'un d'encapuchonné qui tend sa main pour récupérer une piécette, et en échange de cette piécette, il me fera passer de l'autre côté sain et sauf. Bien sûr, ce n'est pas l'image la plus glamour qu'on peut avoir pour décrire un métier, mais je me suis dit, bon, c'est dans ma tête, voilà. Mais quand même, le mot de passeur me gênait aussi pour une autre raison, c'est que, vous voyez l'image dont je vous parlais de ce passeur, cette barque qui va d'une rive à l'autre, ça évoque cette idée d'intégrité, de transmission, de conservation. Or, l'édition, le livre, la librairie, ce n'est pas du tout ça, au sens où on parle d'héritage immatériel. Et l'héritage, quand il est immatériel, il n'a pas la même résistance, la même solidité que le reste du réel. Il y a une définition du réel que j'aime beaucoup, qui est une définition de Philippe Cadic, qui disait « Le réel, c'est ce qui se refuse à disparaître quand on cesse d'y croire ». Or, les héritages immatériels, c'est des héritages où, quand on cesse d'y croire, ils ont tendance à se déliter. Fondamentalement, c'est des héritages qui demandent du travail de notre part. Ce bâtiment, une église, une cathédrale, une école, quand on parle du bâtiment, n'ont pas besoin de notre soin permanent pour demeurer et traverser les âges. Les héritages immatériels, à l'inverse, pour qu'on puisse les transmettre, il faut qu'on se les approprie et on les transforme à chaque fois. En fait, ce que je voudrais ce soir, en vous parlant du rôle de l'édition dans les héritages immatériels, c'est vous faire voir qu'on a l'illusion d'une permanence de la culture, alors qu'en fait, il faut avoir la certitude de sa transformation permanente. Et en fait, que vous vouliez ou non transformer la culture, vous la transformez. Donc autant être conscient de l'effet que vous avez sur la culture, de manière à un peu diriger cet effet. Alors, pour vous faire mieux voir ce dont je parle quand je parle de transformation, d'héritage immatériel au sein de l'édition, je vais vous donner un exemple très simple, une transformation qui a cours sous vos yeux actuellement, dont vous n'êtes peut-être pas complètement conscient, c'est le retour de la littérature allégorique. Alors, si vous allez dans une librairie, vous verrez, il n'y a aucun rayon qui s'appelle littérature allégorique. C'est un terme qui existe, mais très peu de gens l'emploient. Tout simplement parce que c'est un terme qui a plus de 150 ans. Et en fait, il y a 150 ans, il y avait beaucoup moins de livres publiés, beaucoup moins de lecteurs, et donc on n'avait pas besoin de segmenter les librairies, les quelques librairies, par rayon comme ça, et donc d'inventer ce rayon. Aujourd'hui, les rayons, principalement, c'est littérature générale, littérature de genre, et au sein des littératures de genre, vous avez le polar, la fantaisie, la science-fiction, la romance érotique. J'allais commencer à improviser d'autres genres, mais comme il y a peut-être dans la salle des gens qui ont moins de 18 ans, c'est peut-être pas une très bonne idée. Donc il y a plein de genres, voilà. Aujourd'hui, on a littérature générale et les littératures de genre. Mais il y a 150 ans, on n'avait pas cette distinction, et une grande partie de la littérature était pensée comme une littérature allégorique. Donc pour comprendre le changement qui est à l'œuvre et dont je vous parle, qui est une sorte de grand comeback, je vous propose de revenir presque 200 ans en arrière. Il y a 200 ans, il n'y a pas de distinction dans la littérature entre la littérature générale et la littérature de genre. Cette distinction, c'est une distinction qui est construite, et que nous avons construite au XIXe siècle. Et deuxième chose sur cet événement il y a 200 ans, c'est qu'il y a 200 ans, le roman qui est le best-seller de l'époque, c'est le Frankenstein de Mary Shelley. Le Frankenstein de Mary Shelley, c'est le premier roman d'une jeune Anglaise, et c'est une sorte de
de collections d'allégories extrêmement étendues. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque époque, chaque génération va se réapproprier Frankenstein et faire saillir une des allégories. Frankenstein, c'est, par exemple, une des allégories de Frankenstein qui nous est moins perceptible aujourd'hui, c'est que Frankenstein, c'est une allégorie de la Révolution française, au sens où les Anglais, un peu, qu'on placerait à gauche aujourd'hui, voilà, ont trouvé ça super, la Révolution française, jusqu'au jour où ils ont compris que les citoyens britanniques n'étaient pas les bienvenus en France, parce qu'ils étaient perçus comme peut-être des agents de la contre-révolution. Donc Frankenstein, c'est une création fantastique qui échappe à ses créateurs et qui détruit tout, comme la Révolution française. Je ne dis pas que c'est ce que je pense, c'est pas du tout ce que je pense, c'est ce que pensait toute cette génération de romantiques britanniques. Autre matrice, autre allégorie qu'il y a dans ce Frankenstein, Frankenstein, c'est la preuve que les femmes peuvent enfanter, c'est-à-dire faire des enfants, mais que les hommes peuvent concevoir des enfants, mais ne les enfantent pas. Le jour où un homme veut créer un autre être humain, il bricole quelque chose et c'est un monstre. C'était très féministe finalement. Elle réglait ses comptes avec son mari. C'était très élaboré comme manière de régler ses comptes, mais ça a bien marché puisque maintenant on s'en souvient encore. Et la troisième allégorie que je trouve, enfin il y en a plein d'autres, mais une sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que fondamentalement, dans Frankenstein, il y a cette idée de faire passer toute une série d'idées à partir d'une métaphore, à partir d'un récit qui est imaginaire. Donc aujourd'hui, Frankenstein, c'est classé en littérature générale, mais si ça se fait aujourd'hui, ça serait en littérature de l'imaginaire. Parce que, en fait, à l'époque, la grande angoisse des écrivains romantiques, c'est que le début du XIXe siècle, c'est une époque où il va y avoir de plus en plus, pour des raisons techniques, de moyens de faire des livres, d'imprimer des livres, et il va y avoir de plus en plus de lecteurs. Et les écrivains romantiques, c'est les premiers écrivains qui ne savent pas par qui ils vont être lus. Quand, au lycée, vous étudiez des auteurs du XVIIe ou XVIIIe siècle, ils ont à peu près tous une connaissance plus ou moins précise de qui va les lire. Quand vous êtes au XIXe siècle, vous ne savez plus qui vous lit, parce que tout simplement, les gens sont trop nombreux. Et très vite apparaît un problème au XIXe siècle, c'est que vous avez plein de lecteurs, mais c'est une génération nouvelle d'hommes et de femmes qui n'est pas très cultivée. Ils savent lire, mais ils n'ont pas de culture littéraire. Et en fait, toute allégorie, toute image, toute métaphore, toute allusion culturelle est une forme de droit de péage qui leur empêche en fait de rentrer dans le livre. Et donc il y a toute une autre génération d'écrivains, après Mary Shelley, qui va avoir un double raisonnement, un raisonnement politique et un raisonnement économique. C'est si je veux être lu, il faut que je sois lisible. Si je veux être lisible, je ne peux plus passer par une culture littéraire que n'ont pas mes lecteurs. Et l'autre chose aussi, c'est que politiquement, c'est problématique de faire une littérature qui s'adresse finalement à une sorte d'élite, alors qu'en fait, on est dans un mouvement démocratique où il faut écrire pour tout le monde. Et c'est là qu'apparaît la littérature réaliste, dont vous connaissez peut-être un avatar plutôt français, qui est la littérature naturaliste. Et s'ouvre à partir de ce moment-là, dans les années 1850-1890, une domination au sein de la littérature naturaliste. Et la littérature de genre, en fait, est rejetée vers les marges comme étant une littérature qui est désuète, qui n'est pas démocratique, ou une littérature de divertissement, c'est-à-dire qui ne part pas du réel. Finalement, ne reste à la littérature de genre que ce que la littérature générale ne peut pas faire, c'est-à-dire très peu de choses. À cette époque-là, finalement, il y a la structuration parallèle des littératures de genre, c'est-à-dire c'est la naissance d'H.G. Wells, l'inventeur de la science-fiction, et de William Morris, qui est l'inventeur de la fantasy. Revenons à l'époque actuelle. À l'époque actuelle, le film qui a le plus de succès au cinéma actuellement, c'est Avengers. Ça vous paraît naturel, mais en fait, ce n'est pas du tout naturel, puisque Avengers, c'est ce qu'on appelle de la série B. Au sens où, il y a un certain temps, au cinéma, on dépensait de l'argent pour faire venir des grandes stars qui jouaient des histoires d'amour, des histoires historiques, enfin, voilà, mais pas des histoires de genre à proprement parler. Et la série B, c'était les acteurs de seconde zone qui faisaient ce qu'on appellerait des récits de genre, c'est-à-dire de la science-fiction, de la fantasy, de l'horreur, du fantastique.
Et ce qui s'est passé sur les dernières années, c'est qu'il y a eu une inversion. La série A est devenue la série B, et la série B est devenue la série A. C'est-à-dire que les films qui sont les plus vus, les films sur lesquels on dépense le plus, les films qui sont les plus commentés, c'est des films qui appartiennent à des récits de genre. En fait, il y a plusieurs choses qui se passent de manière concomitante. Il y a un phénomène qui est à l'échelle de nos générations. C'est-à-dire que les gens qui, dans les années 80, les années 90, jouaient aux jeux vidéo, jouaient aux jeux de rôle, quand ils étaient enfants, ils n'avaient pas d'argent. Quand ils sont devenus adultes et qu'on leur a donné des budgets pour faire des films, ils ont fait des films qui sont inspirés par le jeu de rôle et par les jeux vidéo. C'est Le Seigneur des Anneaux, dans les années 50-60, c'est un roman, et dans les années 2000, c'est un film à succès. Le deuxième phénomène qui est parallèle et qui est beaucoup plus profond, c'est que, en fait, la littérature réaliste, la littérature générale, qui était initialement une littérature tournée vers le peuple, tournée vers la démocratie, c'est une littérature qui s'est embourgeoisée. C'est-à-dire de sa puissance révolutionnaire qui existait au XIXe siècle, c'est une littérature qui est devenue une littérature vaincue. Très souvent, la littérature générale, c'est une littérature de consolation qui vous aide à accepter le monde tel qu'il est. Et les littératures de genre ou des littératures de l'imaginaire vous font voir le monde tel qu'il pourrait être. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus exaltant. Et un troisième paramètre, qui est un paramètre qui concerne vraiment cette génération, c'est que cette génération, elle est née à la lecture avec Harry Potter. On ne se rend pas compte qu'à 200 ans d'écart, Mary Shelley et J.K. Rowling ont changé le cours de la littérature. C'est-à-dire, quand Harry Potter est sorti, c'était impossible d'imaginer que ça changerait complètement l'histoire de la littérature. C'est-à-dire que quand des gens qui sont nés à la lecture grâce à Harry Potter arrivent à l'âge adulte, ils conservent ce goût pour la littérature de l'imaginaire, ils gagnent en appétit pour les sujets politiques, pour le réalisme, ce type de choses, mais ils conservent cette intuition fondamentale parce qu'on conserve toujours les intuitions de nos premières expériences de lecteur ou de lectrice. Alors, tout à l'heure, je me répétais cette phrase et je me suis rendu compte de quelque chose de très très dangereux, c'est qu'il y a 20 ans, un peu moins de 20 ans, ce qui était très à la mode, c'était la tectonique. Alors, si vous ne voyez pas ce que c'est, vous allez sur YouTube et je précise que voilà, je ne suis pas responsable de tout traumatisme qui pourrait s'en suivre de ce passage sur YouTube. Mais en tout cas, j'espère qu'on ne sera plus là pour le comeback de la tectonique. Mais tout à l'heure, je vous ai mentionné quelqu'un pour vous montrer en fait l'importance de ces effets générationnels et de cet héritage immatériel. Je vous ai dit, fin du XIXe siècle, création de la littérature générale, domination de la littérature générale, création de la science-fiction et création de la fantasy avec William Morris. Dans les années 1950, Clement Attlee, qui était le Premier ministre britannique, donne un entretien. C'est un peu l'architecte, Clement Attlee, de l'État-providence. L'État-providence occidental tel qu'il a structuré nos États et nos sociétés pendant très longtemps. Et on demande à Clement Attlee, mais d'où vous sont venues ces idées de fraternité entre les hommes? Et sa réponse, c'est la lecture de William Morris. Ce n'est pas Marx, c'est les romans de William Morris. William Morris, c'est intéressant parce que c'était un auteur qui était communiste, mais qui a écrit des romans de fantasy. Dans ces romans de fantasy, il y a des brigands qui sont toujours vertueux, des princes qui sont toujours des salauds, et il y a tout un message politique. L'idée de William Morris, c'était de dire qu'il faut faire passer, si vous dites directement aux gens ce que vous pensez, ben en fait, vous aurez devant vous que des gens qui sont déjà d'accord avec vous. Si vous mettez sur votre histoire et sur vos idées un voile d'ignorance, et c'est ça que fait une allégorie, eh bien en fait, vous attirez sur vos textes des gens qui n'avaient pas nécessairement envie de les lire et vous les transformez. En fait, l'effet Morris sur Attlee, ça a été la création de l'État-providence. Fondamentalement, ça rappelle une phrase qui est d'un certain Shelley, mais pas de Mary Shelley, mais de son époux, Percy. Donc en fait, d'une certaine façon, c'est Monsieur Shelley qui a été un peu éclipsé pour une fois par sa femme. Et il a une très belle phrase, il dit « Les poètes sont les architectes méconnus de notre monde ». Ça veut dire que les poètes, au sens d'écrivains en général, c'est eux qui structurent notre réel, et on ne s'en rend pas compte parce que leur action est très indirecte, sauf qu'elle est beaucoup plus réelle.
c'est toute cette idée qu'il y a derrière les héritages immatériels qu'on transforme. Quand je vous dis qu'il y a des éditeurs, par exemple, qui travaillent aujourd'hui au retour de la littérature allégorique, c'est parce que c'est une façon de prendre en traître les gens et de pousser la société dans un sens ou dans un autre en diffusant des idées, mais de manière masquée. En fait, à l'issue de cette petite présentation du retour de la littérature allégorique et de comment mettre en avant la littérature allégorique, c'est aussi une manière de travailler notre héritage immatériel, cet héritage fondamental qui structure notre réel. Je voudrais simplement que vous partiez avec cette idée que, en fait, chaque fois que vous allez écrire quelque chose, que vous allez choisir un livre, que vous allez offrir un livre, vous structurez le réel de manière extrêmement discrète, mais de manière extrêmement efficace, tout comme William Morris a créé l'État-providence moderne. Merci.